Bonjour à tous, nous sommes le samedi 14 avril. Merci de suivre RTI 1. Le président Alassane Ouattara est arrivé hier à Lomé, la capitale togolaise, tout comme 5 autres chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ils prennent part ce samedi à la session extraordinaire sur la crise politique en Guinée-Bissau. Le port d'Abidjan signe une convention d'extension de son terminal minéralier avec une structure belge. C'est un projet qui vient renforcer les capacités opérationnelles du port et aussi améliorer les services offerts aux usagers. Et puis, opération militaire conjointe des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni contre la Syrie. Le président américain Donald Trump l'a annoncé vendredi. Le but est de punir le régime de Bachar al-Assad, qu'il accuse d'une attaque à l'arme chimique contre des civils. Bienvenue dans ce journal de 13 h. Le chef de l'État ivoirien a quitté Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, après la rentrée solennelle du Sénat. Alassane Ouattara est arrivé hier à Lomé, la capitale togolaise. Il va participer à une session extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Chiram Kofi Abola. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO ce 14 avril 2018 à Lomé. Parmi les chefs d'État et de gouvernement annoncés pour y participer, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'est bien la raison de son arrivée ce vendredi à la veille de cette rencontre dans la capitale togolaise. Était présent à l'aéroport international Gnassingbé et Adema pour l'accueillir le président Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, et le chef de l'État sénégalais Macky Sall, arrivé lui à Lomé quelques minutes avant le président ivoirien. Accueil aussi marqué par des honneurs militaires, suivi des échanges de civilité au cours desquels le président Alassane Ouattara a salué toutes les personnalités politiques, administratives et civiles également présentes à l'aéroport. Cette session de Lomé se veut une occasion opportune pour permettre aux chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de se pencher encore sur la situation sociopolitique en Guinée-Bissau qui dure depuis pratiquement 2 ans. Et depuis, le président Faure Gnassingbé, qui préside l'organisation sous-régionale, soutenue par ses pairs, n'a de cesse de multiplier les initiatives en vue d'une solution durable à cette crise bissau-guinéenne, avec notamment des rencontres fréquentes entre lui et le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un organe de gestion prospective de son économie. Le chef de l'État a procédé vendredi à l'installation et au lancement des activités du Conseil national de politique économique. Il a entre autres pour mission de réfléchir sur les grands défis du développement économique de la Côte d'Ivoire. Adama Koné. La Côte d'Ivoire renforce son cadre institutionnel de planification de son développement. Après le Conseil national de sécurité, qui favorise un climat de paix, l'argent n'aimant pas le bruit, place au Conseil national de politique économique, CNPE. L'acte de naissance officielle de l'organe a été signé ce vendredi à travers la cérémonie d'installation et de lancement des activités. La mission du CNPE est bien claire. Le CNPE est donc un instrument devant aider le président de la République à anticiper les risques et défis que génère le contexte mondial, régional et national, mais aussi à tirer profit, il faut le souligner, des niches économiques qu'offre le village planétaire qu'est notre monde actuel. Plus spécifiquement, le décret numéro 2018-20 du 16 janvier 2018 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du CNPE lui confère les missions suivantes, à savoir notamment identifier les grands défis économiques et nationaux, internationaux que le pays doit relever en vue d'atteindre son émergence. Conseiller le président de la République sur la formulation de la politique économique et la stratégie de développement à moyen et long terme. Veiller à la cohérence globale de la politique économique nationale avec les programmes gouvernementaux. Et enfin, renforcer les activités d'intelligence économique, notamment la collecte et la maîtrise d'informations critiques utiles à la formulation de la politique économique et sociale. Véritable boussole de développement, le CNPE doit donner au pays une visibilité stratégique sur le long terme au-delà des plans nationaux de développement, PND.
Il s'agit, dans un cadre de concertation, de concevoir la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Une option qui fait du secteur privé un partenaire actif de l'administration publique. La présence du secteur privé aux côtés du gouvernement pour le lancement des activités du Conseil national de politique économique traduit une fois de plus votre ferme volonté de faire des entreprises le moteur de la marche de l'économie ivoirienne vers l'émergence et de les impliquer par conséquent dans les réflexions stratégiques qui sont menées. Comité de concertation État-secteur privé, Plan national de développement, Conseil national de politique économique. Le président de la République maintient le cap de convergence de tous ces instruments. Notre véritable combat est celui de tout faire pour aboutir au développement de notre pays, afin de créer suffisamment d'emplois pour les filles et les fils de Côte d'Ivoire et améliorer les conditions de vie et le bien-être de nos concitoyens. Nos efforts devront être tournés vers la conquête de marchés sous-régionaux et mondiaux, comme vous l'avez dit, en surmontant bien évidemment nos divergences internes, en luttant contre nos inerties et les obstacles aux réformes nécessaires pour accroître et renforcer nos avantages comparatifs et notre compétitivité. Il nous faut redoubler d'efforts, d'abnégation et de sacrifices pour préparer nos générations futures à combattre à armes égales avec les grandes nations du monde. Ceci permettra alors d'assurer notre marche vers des lendemains meilleurs pour tous. Toutefois, le chef de l'État reste confiant au regard des performances enregistrées par la Côte d'Ivoire. Nos efforts nous ont permis d'enregistrer une croissance économique moyenne d'environ 9% par an sur la période 2012-2016, l'une des plus fortes au monde. Malgré les chocs intérieurs et extérieurs dont le vice-président vient de parler, intervenus en 2017, tels que la chute de plus de 40% des prix des cours du cacao, les mouvements au sein de l'armée et les remous sociaux, notre économie s'est révélée être résiliente, robuste et forte, avec un taux de croissance élevé de 7,8%, comme indiqué par le Fonds monétaire international la semaine dernière. Ceci est vraiment une performance extraordinaire. Notre pays s'est ainsi classé premier au niveau de l'UEMOA et parmi les 5 premiers au niveau mondial en matière de croissance économique. Le CNPE est présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en assure la vice-présidence et le secrétariat exécutif est détenu par le ministre Patrick Achi, secrétaire général de la présidence. Le premier dossier sur la table du Conseil national de politique économique porte sur le code des investissements. Le Tchologo rend hommage au président Alassane Ouattara, notamment pour les actions de développement de son gouvernement dans la région. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan prend part à la cérémonie. Elle se déroule en ce moment même à la place Alassane Ouattara de Ferkessédougou. Le vice-président a été accueilli sur place par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les ressortissants de plusieurs autres régions du pays participent à cette journée hommage qui se veut festive. Dans la région du Bafing, on salue également les actions du chef de l'État. Le village de Gbenema, dans la sous-préfecture de Ouaninou, est en fête, double fête d'ailleurs, pour la mise sous tension du village et aussi pour la pose de la première pierre de la maternité. F-Boué. Les populations de Gbenema, un village du département de Ouaninou, dans la région du Bafing, sont en fête. Les raisons. Le village vient de sortir de l'obscurité car relié au réseau électrique national. Et bientôt, les femmes de cette localité n'iront plus bien loin pour donner la vie. La première pierre de la future maternité est posée. Et en ces occasions heureuses, elles rendent hommage au président Alassane Ouattara, artisan de tout ce bonheur.
Touré Abdoulaye, représentant le ministre des Transports Kone Amadou, parrain de ces festivités, a dans son adresse salué l'élan de solidarité, l'union des cadres, des élus et de toutes les forces vives des Bénéma, toutes choses rendant possible les actions de développement amorcées. Je sais que dans chaque région, il y a des difficultés, mais nous savons que des cadres existent déjà pour gérer les conflits, pour gérer les difficultés, pour communiquer et porter l'information à l'ensemble de la population. Parce que si elles ne sont pas informées, évidemment, elles peuvent avoir une mauvaise perception de tout ce qui se passe. Donc encore une fois, merci au corps préfectoral, merci au conseil régional, mais merci surtout à l'ensemble des populations de Bénin. Les populations Maou, quant à elles, n'ont pas manqué de réitérer leur soutien ferme et indéfectible au chef de l'État. Le Sénat ivoirien a fait sa rentrée solennelle ce jeudi 12 avril. Après l'ouverture de la session ordinaire, les travaux se sont poursuivis hier vendredi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Une séance consacrée à la proposition de texte devant régir le Sénat. Alvorassa. L'article 99 de la Constitution prévoit que chaque chambre du Parlement établit son règlement, lequel, avant son entrée en vigueur, est soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur sa conformité à la Constitution. C'est justement en application de cette disposition constitutionnelle, a souligné d'entrée le président du Sénat, Jean-Noël Oussou-Kouadio, qu'il est convenu de mettre en place une commission ad hoc chargée d'élaborer une proposition de résolution portant règlement du Sénat réuni à Yamoussoukro. Il nous faut en effet disposer d'un cadre juridique pour fonctionner et l'adoption d'un règlement participe de cela. Nous venons donc vers vous avec une proposition de résolution devant nous permettre de mettre en place un groupe de travail pour mener la réflexion et nous soumettre une proposition de règlement. Nous, Sénat, on met en place un comité qui va réfléchir pour faire notre loi organique, c'est-à-dire la loi qui va nous régir. Et c'est cette loi organique, nous, une fois que nous l'avions adoptée, ça va directement au Conseil constitutionnel qui regarde pour dire qu'il n'y a aucun article qui va contre la Constitution. C'est tout. Et c'est cette loi qui va créer le nombre de commissions, tous les postes, comment le Sénat va être organisé, le nombre de vice-présidents. C'est dans cette loi que nous allons retrouver cela. Tous les actes que nous posons aujourd'hui, nous posons ces actes pour demain, pour l'avenir. Nous sommes en train d'écrire avec de l'encre en or les plus belles pages de la République de Côte d'Ivoire. Outre la mise en place de cette commission, il a été également question de la mise en place du comité pour réfléchir sur la matrice d'action, la stratégie à mettre en place ou la vision du Sénat qui va contribuer au jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Nous devons avoir une vision. Quel Sénat pour la Côte d'Ivoire? Quel Sénat dans le programme du gouvernement du président Alassane Ouattara? Comment on doit s'harmoniser pour pouvoir pousser la Côte d'Ivoire très loin? C'est dans cette optique que je voudrais vous proposer la mise sur pied d'une commission composée de 17 sénateurs chargés de mener la réflexion pour l'élaboration d'un plan stratégique et d'une matrice d'action. Tous les 66 sénateurs étant présents, le quorum étant donc atteint totalement, place aux échanges, tant sur la forme que le fond, pour accorder les points de vue, ce qui a été fait. Le président du Sénat, Jean-Noël Oussou-Kouadio, s'est par ailleurs apaisanti sur les fonctions du Sénat, le contrôle des politiques publiques, la représentation de la nation, des collectivités territoriales et sa fonction législative, pour situer déjà les vénérables sénateurs sur les missions qui les attendent. Les différents comités ad hoc ont ensuite été mis en place avec l'approbation de tous. Ils vont se mettre à la tâche dès lundi prochain à Abidjan. Ils ont 2 semaines pour peaufiner tous les textes. Après quoi, une session est prévue pour leur adoption. On peut donc le dire, le Sénat ivoirien, avec à sa tête son président Jean-Noël Oussou-Kouadio, est en marche pour contribuer efficacement au processus démocratique et au-delà au développement de la Côte d'Ivoire. Et à l'issue de cette session sur les textes du Sénat, nous vous proposons les avis de quelques sénateurs avec Abou Sanogo. Nous avons pu mettre en place
Le comité a donc chargé d'établir les textes et préparer la loi organique relative à notre existence, à notre fonctionnement. Il y a un comité stratégique aussi qui va dessiner la matrice d'action. Donc nous repartons confiants et nous sommes conscients des responsabilités qui sont les nôtres. Et nous sommes vraiment en condition pour assumer cette responsabilité dans l'intérêt de nos populations. C'est le processus de mise en place du Sénat. Donc déjà, nous constatons tous que nous allons vers un travail très intéressant. Et j'ai vraiment apprécié la séance de travail, j'ai vraiment apprécié l'intervention du président du Sénat. Les 2 commissions qui ont été mises en place, surtout la commission stratégique, c'est un élément fort qui va pouvoir définir ce qu'on appelle dans notre métier le chronogramme pour l'action du Sénat. Donc pour moi, c'est important de se mettre au travail déjà. Nous pensons sincèrement que ça va aller très très vite. Parce que déjà dès lundi, on commence les réunions à Abidjan. Les Ivoiriens ne savent pas ce que c'est qu'un Sénat pour que nous ayons le temps d'expliquer ce que c'est qu'un Sénat à nos différentes populations. Le port d'Abidjan signe une convention d'extension de son terminal minéralier avec une structure belge. C'est un projet qui vient renforcer les capacités opérationnelles du port et améliorer les services offerts aux usagers. Abou Sanogo. Ces signatures marquent la finalisation des négociations entre l'État de Côte d'Ivoire et l'entreprise belge Cy-Invest pour la modernisation et l'extension du terminal minéralier du port autonome d'Abidjan. Ce projet de convention de concession négocié avec l'entreprise belge s'inscrit dans le cadre de la politique du port autonome d'Abidjan de renforcer les capacités opérationnelles et d'améliorer la qualité des services offerts aux usagers du port d'Abidjan. Ce projet fait partie du vaste programme d'investissement voulu par l'État de Côte d'Ivoire au niveau du port autonome d'Abidjan pour essayer de repositionner notre port qui, pendant de longues années, a été le premier port de la côte ouest africaine, mais qui, depuis les années 1975, n'a pas eu à faire des investissements, de renouvellement, de modernisation, tant et si bien que nous avons perdu cette position. Ces investissements visent donc à repositionner durablement notre port comme premier port de la côte ouest africaine, mais non seulement. On veut être aussi un principal port de la façade atlantique de l'Afrique. Nous allons signer un contrat pour l'approfondissement des quais actuels qui permettra de faire rentrer des bateaux d'un tirant d'eau de 12 mètres au lieu de 9 mètres, 9 mètres 30, ce qui veut dire que des bateaux de 50 à 60 000 tonnes vont pouvoir entrer dans ce port. Comptez sur nous, nous sommes là pour investir. Pour l'État de Côte d'Ivoire, il s'agit de rendre compétitif le port autonome d'Abidjan. Nous travaillons pour que le port d'Abidjan, dont le trafic au niveau de marchandises cette année a connu une croissance, mais faire en sorte que ce port continue d'être un port important. Et je voudrais vraiment les remercier pour les négociations et les discussions qui ont été faites avec le port autonome d'Abidjan pour faire en sorte que, avec des entreprises locales, qui puissent travailler sur le terminal minéralier. Le projet de convention de concession va se dérouler en 2 phases. La première, dont les investissements sont estimés à 24 milliards, porte sur les investissements d'urgence consistant en l'acquisition de 2 grues supplémentaires. Et la seconde phase, dont le coût est estimé à 30 milliards de francs CFA, porte sur l'aménagement des aires de manutention, l'installation des bandes transporteuses et l'acquisition de 2 nouvelles grues. La mairie de Cocody lance les travaux de reprofilage dans le quartier précaire Les Oliviers. Les voies de ce quartier difficiles d'accès seront praticables après ces travaux. Le reportage est signé Francis Boifo. Cocody, Les Oliviers. Plus de 100 000 personnes habitent ce quartier, autrefois appelé Colombie, un quartier précaire de la commune. Nous sommes interpellés au passage de notre équipe de reportage par l'infirmier d'un cabinet médical privé. Depuis 3 ans que je suis là. Vraiment, la voie est dégradée, ça fait que les malades, même, on a du mal à les évacuer dans les autres coins en cas d'urgence. Il n'y a pas de route. Si à la pluie, on a un problème de rentrer chez nous. Vraiment, on veut que l'enquête nous donne un coup de main. Pour aider, on veut qu'on va à la bonne voie. À l'écoute des populations, le maire et son conseil municipal ont entamé des travaux de reprofilage des voies. On pense aussi, après le reprofilage, trouver quelques moyens subsidiaires pour faire le bitumage. Aux 2 plateaux Les Perles,
650 mètres de voies linéaires ont été bitumées et les voies du quartier Sikoji 246 logements réhabilités pour un montant de 126 millions de francs CFA, entièrement financé par la mairie de Cocody. Un fonds de 4 millions de francs CFA a été mis à la disposition des femmes de Lakota. Ces fonds doivent leur servir pour mener des activités génératrices de revenus. Elles ont reçu en plus des broyeuses et autres matériels pour fabriquer de l'atiéké, le tout d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Moussa Konaté. Des marmites, des broyeuses, des équipements pour la fabrication de l'atiéké, des matériels d'une valeur de 6 millions de francs CFA offert aux femmes de Lakota. Un don du député de Lakota et sous-préfecture, Abdoulaye Kouyati. En plus de ces engins, un fonds de 4 millions de francs CFA est mis à la disposition des femmes pour le financement d'activités génératrices de revenus. Grâce à ce fonds, les femmes de Lakota vont bénéficier de prêts avec un remboursement de 50%. Ce sont au total 20 associations féminines bénéficiaires de ces actions. Les femmes de Lakota ont donc exprimé leur joie et ont promis de rembourser les sommes dans les normes et délais prévus. Le donateur, Abdoulaye Kouyati, a pour sa part encouragé les femmes à se prendre en charge, aussi à bien gérer ce fonds afin que d'autres femmes puissent en bénéficier. Selon lui, l'autonomisation de la femme demeure une priorité pour sortir de la précarité. Le Centre national de recherche agronomique CNRA a réuni à Yamoussoukro les différents acteurs intervenant dans la production du coton. Ils ont fait le bilan du programme régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique et présenté aussi les résultats obtenus au plan national au cours de la campagne agricole 2017-2018. Jean-Luc Bangbo. Prévenir les problèmes parasitaires et phytosanitaires dans les zones de production cotonnière en Côte d'Ivoire, mais également renforcer les capacités et les connaissances des acteurs dans la gestion durable des maladies du cotonnier. Tels sont quelques objectifs assignés au programme de protection intégrée du cotonnier. Les résultats obtenus sur la campagne agricole 2017-2018 sont satisfaisants au dire du coordonnateur du projet. Il faudrait chaque année surveiller le parasitisme au niveau du cotonnier pour pouvoir détecter les nouveaux problèmes qui peuvent apparaître et faire des suggestions, des recommandations aux sociétés cotonnières et aux producteurs. Les chercheurs ont justifié à travers leurs différentes communications la nécessité de recourir à la protection phytosanitaire du cotonnier. Lorsque les producteurs ne font pas bien, ne suivent pas bien les stratégies que nous mettons en place, il y a des pertes de rendement énormes qui peuvent aller jusqu'à 70% selon les zones et selon les années. L'utilisation des insecticides chimiques représente 45 à 50% des coûts des intrants et 19 à 23% des coûts de production. Le programme de protection intégrée du cotonnier est financé par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA. Les structures se sont assignées pour mission d'impacter positivement le revenu des producteurs de coton. Les acteurs du monde judiciaire et les membres des organisations de défense des droits de l'homme, environ 600 personnes en tout, ont bénéficié d'un appui du projet de promotion et de protection des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ils connaissent mieux la loi de 2014 sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Amadou Ouattara. Aujourd'hui, ils ont un test spécifique des protège, donc dans l'exercice de leur fonction de défenseur, qu'ils font en tant que militants des droits de l'homme, ils sont protégés. Voilà. Et tout est dans les dispositions. Mais au moins, ils savent, ils connaissent et ils savent la procédure qu'il faut appliquer. Durant 18 mois d'exécution, le PRODEF, Projet de promotion et de protection des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, a donc œuvré à la promotion de la loi de 2014, loi relative à la protection des défenseurs des droits de l'homme. 23 ateliers de formation ont permis d'édifier environ 600 personnes. Des personnes issues d'ONG et d'associations locales de défense des personnes vulnérables. Les autorités du monde judiciaire ont été aussi sensibilisées sur les droits humains. Il y a eu un set de 9 activités sur l'étendue du territoire ivoirien et l'essentiel de nos activités ont consisté en des ateliers de formation et de sensibilisation à l'endroit des défenseurs des droits de l'homme, des avocats, des magistrats, des forces de police, des journalistes et de toutes les organisations de la société civile pour la promotion et la protection des défenseurs des droits de l'homme. Abidjan et 9 autres villes de l'intérieur du pays ont bénéficié du PRODEF financé à hauteur de 200 millions de francs CFA par l'USAID.
Ce projet a été mis en œuvre par Avocats sans frontières France et Côte d'Ivoire en partenariat avec l'Association des femmes juristes et le barreau de Côte d'Ivoire. Dans les régions, il y a eu beaucoup d'échanges entre différents acteurs, entre les défenseurs des droits de l'homme, les magistrats, la police judiciaire. Il y a eu un renforcement de capacité qui, je pense, qui continuera à promouvoir un petit peu le travail que les défenseurs des droits de l'homme sont en train de faire. Par contre, nous trouvons qu'il y a quand même toujours un travail à faire. La Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique et le troisième dans le monde à adopter une politique relative à la protection des défenseurs des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire compte près de 700 000 personnes apatrides vivant sur son territoire. Sur 123 000 demandes de nationalité, 15 000 ont pu obtenir gain de cause. Le réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme a initié une rencontre et dans le viseur faire appliquer les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme en la matière. Isaïo. Nous avons des difficultés aujourd'hui à rétablir nos papiers. Alors qu'il y a un décret bien en place. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pour avoir même le certificat de nationalité, tu vas perdre le temps avant de l'avoir. Comme Zongo Abdoulaye, ressortissant de Koudougou, village situé dans le département de Boafli, ils sont nombreux, ces apatrides, qui ont des difficultés à obtenir les papiers administratifs. En Côte d'Ivoire, 700 000 personnes sont concernées par ce problème de nationalité. Sur 123 000 demandes, seulement 15 000 ont pu être satisfaites. En vue d'accélérer le processus dans les pays africains et faire appliquer les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme sur la question, une consultation nationale est organisée pour sensibiliser les pouvoirs publics. Nous organisons cette consultation pour faire des propositions concrètes au gouvernement quant à l'octroi de la nationalité ivoirienne et aussi pour l'éradication de l'apatridie. Il y a une crise de mise en œuvre. Et c'est pour cela que nous, on essaie d'apporter ce qu'on peut pour aider les acteurs nationaux à convaincre le gouvernement à mettre en œuvre des décisions et recommandations issues soit des communications qui sont des plaintes ou alors d'autres résolutions adoptées par les mécanismes régionaux des droits de l'homme. Pour le représentant du Haut Commissariat des réfugiés en Côte d'Ivoire, la question de l'apatridie est une affaire de tous. Ce n'est pas que la nationalité ivoirienne qui est en question. Beaucoup de ces personnes aussi ont d'autres nationalités, peuvent être de nationalité étrangère, mais sans le savoir. Donc à travers cette possibilité d'avoir accès à ces personnes-là, nous nous assurons que toutes ces personnes-là retrouvent une nationalité. Les apatrides constituent un enjeu politique dans les différents pays. Le représentant du ministère de la Justice et des droits de l'homme dissipe les craintes des uns et des autres. Dans aucun pays du monde, j'ai vu quelqu'un prendre juste une nationalité pour voter. Et les codes de la nationalité de la sous-région ont parfois certaines similitudes. C'est-à-dire, lorsque une personne acquiert la nationalité d'un pays, elle peut perdre d'office la nationalité de son pays d'origine. Paul Koreki exhorte la Commission nationale des droits de l'homme à mettre en œuvre les décisions en vue d'éviter les cas d'apatridie en Côte d'Ivoire. Ce samedi matin, dès 7 h, population et policiers ont chaussé leurs baskets pour une marche sportive commune. En tête de file, le directeur général de la police, Youssouf Kouyaté, suivi des associations de la société civile, des syndicats estudiantins, des amoureux du marathon et de nombreux civils. Il s'agit pour la police nationale de se rapprocher de la population pour laquelle elle travaille et d'entretenir la cohésion sociale par le sport. Le circuit École de police Carrefour La Vie, université, a été rallié par des centaines de participants, et cela dans la bonne humeur. Opération militaire conjointe des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni contre la Syrie. L'opération qualifiée de ponctuelle n'a duré qu'1 heure. Plusieurs points stratégiques ont été visés. Alexis Ouedraogo. L'annonce a été faite par Donald Trump. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont lancé des frappes ciblées en Syrie pour punir le régime de Bachar al-Assad. Les Alliés ont visé des cibles militaires et un centre de recherche. Aucune victime n'est à déplorer selon les Russes. Les forces occidentales visaient principalement des cibles de production et de recherche liées au programme d'armement chimique syrien. Ce samedi, le ministre français des Affaires étrangères a indiqué qu'il n'y avait pas de deuxième phase envisagée.
Pour ces frappes, Washington, Londres et Paris ont tous les trois mené une opération navale et aérienne. Côté français, les frappes ont été réalisées avec des frégates multimissions en Méditerranée, ainsi que des Rafales et des Mirages. De son côté, Londres a annoncé que 4 avions de chasse Tornado GR4 de la Royal Air Force avaient bombardé un complexe militaire près de Homs. Le président Macron s'est directement entretenu avec le président russe vendredi pour discuter du dossier syrien, mais les Russes ont été mis au courant de l'action militaire au moment où celle-ci se déroulait. Paris espère poursuivre avec le Kremlin sur la voie politique et Emmanuel Macron maintient d'ailleurs son voyage prévu à Saint-Pétersbourg au mois de mai prochain. Et c'est tout pour ce 13h. Merci de votre attention. La rédaction de RTI 1 vous souhaite à tous un très bon week-end.